Le Maroc est une nation fière, dotée d'une histoire millénaire, d'une culture riche et d'une jeunesse ambitieuse. Pourtant, derrière les discours officiels optimistes et les réformes annoncées en fanfare, se cache une réalité bien plus sombre. Le système éducatif marocain est en crise profonde. Non pas une crise passagère, conjoncturelle, que quelques ajustements budgétaires ou quelques décrets ministériels pourraient résoudre. Il s'agit d'une défaillance structurelle, enracinée dans des décennies de mauvaise gouvernance, de choix politiques hasardeux, d'inégalités criantes et d'une vision éducative qui a perdu le sens de sa propre finalité. Dans les classements internationaux en matière d'éducation, le Maroc figure régulièrement parmi les nations les moins performantes, non seulement à l'échelle mondiale, mais également au sein du monde arabe et du continent africain. Chaque nouvelle enquête PISA, chaque rapport de l'UNESCO ou de la Banque mondiale vient confirmer ce que les familles marocaines vivent au quotidien. L'école publique ne remplit plus son rôle de moteur de l'ascension sociale, de forge de citoyens éclairés, de lieu de transmission du savoir et de l'émancipation. Cet article se propose d'analyser en profondeur les multiples dimensions de cet échec, de ses racines historiques à ses manifestations contemporaines, de ses causes structurelles à ses conséquences humaines et sociales. L'objectif n'est pas de noircir le tableau pour le plaisir, ni de nier les efforts réels déployés par certains acteurs du système. Il est, au contraire, de poser un diagnostic honnête et rigoureux, car c'est seulement en regardant la vérité en face que l'on peut espérer bâtir un système éducatif digne de la jeunesse marocaine. Pour comprendre les maux du système éducatif marocain actuel, il faut remonter à ses origines. Pendant le protectorat français 1912-1956, l'administration coloniale a délibérément conçu une école à deux vitesses, une école moderne, bien dotée, destinée aux enfants européens et à une infime élite marocaine francophone destinée à servir d'intermédiaire administratif. Et une école traditionnelle, limitée, parfois réduite à l'enseignement coranique, destinée à maintenir la grande masse de la population dans un état de semi-alphabétisation fonctionnelle. Cette stratégie coloniale avait une logique implacable. Une population éduquée est une population susceptible de remettre en cause l'ordre établi. Il fallait donc former juste assez de cadres locaux pour faire fonctionner la machine administrative, mais pas suffisamment pour nourrir une intelligentsia nationale capable de contester la tutelle française. Ce legs est fondamental. Il a créé dès le départ une culture institutionnelle qui confond éducation et reproduction sociale, diplôme et conformité, savoir et obéissance. À l'indépendance en 1956, le Maroc hérite d'un système éducatif exsangue. Le taux d'alphabétisation est catastrophique, les infrastructures scolaires quasi inexistantes en milieu rural et les enseignants marocains formés à la pédagogie moderne se comptent sur les doigts d'une main. Les premières décennies de l'indépendance voient des efforts considérables de scolarisation massive, construction d'écoles, formation d'instituteurs, extension du réseau scolaire. Mais ces efforts louables s'accompagnent de choix idéologiques qui vont hypothéquer l'avenir. La politique d'arabisation menée à partir des années 1970 et généralisée dans les années 1980 est emblématique de ces errements. L'objectif était noble, affirmer l'identité nationale arabo-musulmane du pays, rompre avec la dépendance culturelle à la France, donner à l'arabe standard sa place légitime dans l'enseignement. Mais l'exécution a été désastreuse. L'arabisation a été menée sans cohérence ni préparation suffisante. Les matières scientifiques et techniques ont continué à être enseignées en français à l'université, tandis que le primaire et le secondaire basculaient vers l'arabe. Le résultat ? Une génération entière d'élèves arabisés au lycée qui se retrouvaient brutalement confrontés à un enseignement supérieur en français pour lequel ils n'étaient pas préparés. Ce hiatus linguistique brutal a contribué à des taux d'échec et d'abandon massif dans l'enseignement supérieur. Par ailleurs, l'arabisation n'a pas non plus valorisé les langues berbères, le tamazight, parlé par des millions de Marocains, longtemps ignoré, voire méprisé par l'institution scolaire. Ce n'est que bien tardivement, avec la réforme constitutionnelle de 2011 reconnaissant l'amaziche comme langue officielle, que des tentatives d'intégration ont été amorcées sans pour autant être menées avec les moyens et la pédagogie nécessaires.
L'une des fractures les plus béantes du système éducatif marocain est la fracture territoriale. Entre le Maroc urbain et le Maroc rural, l'écart en matière d'accès à l'éducation, de qualité de l'enseignement et de résultats scolaires est vertigineux. Dans les grandes villes, Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, les infrastructures scolaires publiques, bien qu'imparfaites, existent. Les enseignants sont relativement présents, les établissements globalement accessibles. En revanche, dans les zones rurales, notamment dans les provinces montagneuses du Haut-Atlas, du Rif ou dans les zones présahariennes, la réalité est tout autre. Des enfants parcourent des dizaines de kilomètres à pied pour atteindre une école de fortune, mal équipée, souvent tenue par un seul enseignant chargé de plusieurs niveaux en même temps. Le taux d'abandon scolaire y est dramatiquement plus élevé, en particulier chez les filles, dont les familles préfèrent parfois garder à la maison plutôt que d'affronter des trajets dangereux ou de payer des frais de logement dans les villes. Les internats ruraux, qui devraient pallier cet isolement, sont insuffisants en nombre, souvent mal gérés et parfois dans un état d'insalubrité préoccupant. L'État a beau annoncer des programmes de transport scolaire ou de construction d'internats. La réalité sur le terrain reste bien en deçà des besoins. Dans les écoles publiques marocaines, des classes de 40, 45, voire 50 élèves ne sont pas rares. Dans ces conditions, l'enseignant, souvent lui-même démotivé et insuffisamment formé, est incapable de dispenser un enseignement individualisé. Les élèves en difficulté sont laissés à eux-mêmes, les plus faibles se noient rapidement, et le cours avance au rythme d'une moyenne imaginaire qui ne correspond à la réalité d'aucun enfant en particulier. Les équipements pédagogiques font souvent défaut, manuels scolaires en nombre insuffisant, laboratoires de sciences inexistants ou non fonctionnels, bibliothèques vides ou fermées, accès à Internet quasi nul dans les zones rurales et insuffisant dans de nombreuses écoles urbaines. En 2024, à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, des millions d'élèves marocains apprennent encore dans des conditions dignes du siècle passé. L'enseignant est le cœur du système éducatif. Lorsqu'il va mal, c'est tout l'édifice qui vacille. Au Maroc, la crise du corps enseignant est profonde et multidimensionnelle. Premièrement, la formation initiale des enseignants a connu des réformes successives, souvent contre-productives. La fermeture des écoles normales supérieures, ENS, dans les années 1990, remplacée par un système de recrutement direct de diplômés universitaires sans formation pédagogique spécifique, a précipité une génération d'enseignants dans les classes sans les outils nécessaires pour enseigner. Ces personnes connaissaient peut-être leur discipline, mais ne savaient pas comment transmettre un savoir, gérer une classe, adapter leur pédagogie aux besoins des élèves. Deuxièmement, les conditions salariales et sociales des enseignants ont longtemps été dégradantes, insuffisantes pour attirer les meilleurs profils ou pour maintenir les plus motivés dans le secteur public. Les enseignants les plus compétents migrent vers l'enseignement privé, les cours particuliers ou quittent carrément le pays. Ceux qui restent dans le secteur public le font souvent par défaut, sans réelle vocation ni enthousiasme. Troisièmement, la crise des contractuels, enseignants recrutés sous contrat régional depuis 2016, privés du statut de fonctionnaire de l'État, a cristallisé toutes ces tensions. Ces enseignants, souvent jeunes et fraîchement diplômés, ont été recrutés dans des conditions précaires, avec des salaires inférieurs et des droits limités. Leurs mobilisations répétées, parfois violemment réprimées, ont plongé le système dans des cycles de grève à répétition qui ont privé les élèves de mois entiers de cours. La crise des contractuels n'est pas seulement un problème social, c'est le symptôme d'un État qui a choisi de gérer l'éducation à coup d'économies budgétaires court-termistes, au détriment de la qualité et de la stabilité du service public. L'une des critiques les plus fondamentales adressées au système éducatif marocain concerne sa pédagogie dominante, le bachotage, le par cœur, la restitution mécanique de contenus mémorisés. L'élève marocain est formé non pas à penser, mais à répéter, non pas à questionner, mais à obéir, non pas à innover, mais à conformer. Les examens nationaux, en particulier le baccalauréat, récompensent avant tout la capacité à mémoriser des cours et à les restituer fidèlement dans un format standardisé. La créativité, l'esprit critique,
la capacité à résoudre des problèmes inédits, à argumenter, à débattre. Tout cela est marginalisé, voire pénalisé dans un système qui valorise la conformité sur l'originalité. Cette approche pédagogique a des conséquences désastreuses à long terme. Les diplômés marocains sortent du système incapable de s'adapter à un marché du travail qui exige précisément ces qualités qu'on ne leur a jamais enseignées: la flexibilité cognitive, l'initiative, la résolution de problèmes complexes, la communication efficace, le travail en équipe. Ils ont des diplômes, mais pas de compétences réellement transférables. D'où le paradoxe marocain. Un taux de chômage des diplômés bien plus élevé que celui des non-diplômés dans certaines catégories. Les programmes scolaires marocains souffrent d'une déconnexion profonde avec les réalités économiques, sociales et culturelles du pays. Les manuels sont souvent théoriques à l'excès, abstraits, peu illustrés par des exemples concrets ancrés dans le contexte marocain. Les enfants apprennent des contenus qui semblent avoir été conçus dans des bureaux climatisés par des technocrates déconnectés du monde vécu par les élèves. L'éducation civique, par exemple, enseigne le fonctionnement formel des institutions sans jamais aborder la corruption, les inégalités réelles, les enjeux environnementaux locaux ou les défis économiques que les jeunes Marocains vont affronter. L'histoire est enseignée de manière sélective, souvent hagiographique, évitant soigneusement tout ce qui pourrait troubler le récit national officiel. La philosophie, potentiellement l'une des disciplines les plus émancipatrices, est réduite à une matière de terminale que l'on survole à toute vitesse, sans lui accorder ni le temps ni la profondeur qu'elle mérite. Le Maroc est un pays multilingue dans sa réalité quotidienne. Darija, arabe et dialectal marocain, à la maison, arabe classique à l'école, français dans les entreprises et l'enseignement supérieur, amazigh pour des millions de citoyens, espagnol dans le Nord. Cette richesse linguistique pourrait être un atout formidable. Le système éducatif en fait une source de confusion et d'exclusion. L'enfant marocain entre à l'école primaire en devant apprendre une langue, l'arabe classique, qui n'est la langue maternelle de personne au Maroc, dans sa forme standard. Il doit simultanément apprendre à lire, à écrire et à compter dans cette langue étrangère à son univers quotidien. Puis, dès le primaire, il commence à apprendre le français. Au collège et lycée, certaines matières scientifiques reviennent en français, tandis que d'autres restent en arabe. L'enseignement de l'amazigh, quand il existe, se fait souvent par des enseignants eux-mêmes insuffisamment formés, avec des matériels pédagogiques rudimentaires. Cette cacophonie linguistique épuise les enfants, particulièrement ceux issus des milieux défavorisés dont les parents ne parlent pas français et ne peuvent donc pas les aider à la maison. Elle crée un avantage structurel considérable pour les enfants des classes aisées, dont les parents sont francophones, qui bénéficient de cours particuliers et d'environnements culturellement enrichissants. Elle transforme la maîtrise du français, une compétence purement sociale liée à l'origine familiale, en critère de sélection déguisé. L'une des évolutions les plus significatives et les plus inquiétantes du paysage éducatif marocain des 2 dernières décennies est l'explosion de l'enseignement privé. En 2000, moins de 5% des élèves marocains fréquentaient des établissements privés. Aujourd'hui, cette proportion dépasse 15% à l'échelle nationale et atteint des niveaux bien plus élevés dans les grandes villes. À Casablanca, dans certains quartiers, les écoles privées sont devenues la norme pour les classes moyennes et supérieures. Cette évolution n'est pas le signe d'un dynamisme éducatif, c'est le signe d'une fuite. Les familles qui en ont les moyens fuient l'école publique, perçues comme défaillantes, dangereuses, inefficaces, vers des écoles privées qui, elles, promettent de meilleures conditions d'enseignement, des classes moins surchargées, une meilleure maîtrise du français et de meilleures perspectives pour leurs enfants. Ce faisant, l'école publique perd ses élèves les plus favorisés, ceux dont les parents auraient pu exercer une pression sociale et politique pour améliorer le service public. Elle se retrouve de plus en plus cantonnée aux enfants des familles pauvres ou défavorisées, ce qui aggrave encore la spirale de marginalisation. Mais l'école privée n'est pas non plus la panacée qu'elle prétend être. Le secteur privé marocain est extrêmement hétérogène. D'un côté, les grandes écoles privées reconnues internationalement, lycées français, établissements américains, écoles bilingues de prestige, offrent effectivement un enseignement de qualité, mais à des prix exorbitants, réservés à une élite fortunée.
De l'autre côté, une multitude d'établissements privés de moindre qualité, parfois de simples appartements reconvertis en salles de classe, qui surfent sur la demande des classes moyennes anxieuses, sans pour autant offrir une éducation fondamentalement supérieure à celle du public. Le manque de régulation et de contrôle qualité du secteur privé est un problème majeur. Les inspections sont rares, les critères d'accréditation peu exigeants et de nombreux établissements privés emploient des enseignants sans formation pédagogique adéquate, voire sans les diplômes requis. Les frais de scolarité, eux, ne cessent d'augmenter, rendant l'enseignement privé de qualité accessible à un cercle de plus en plus restreint. Parallèlement au développement du secteur privé formel, une économie parallèle de l'éducation s'est développée à grande échelle, les cours particuliers. Dans les grandes villes marocaines, il est devenu quasi impossible de réussir le baccalauréat sans recourir à des cours particuliers privés, souvent dispensés par les enseignants du public eux-mêmes, parfois les mêmes qui négligent délibérément leurs cours officiels pour inciter les élèves à les consulter en privé. Cette pratique, bien que généralisée et ouverte, constitue une forme de corruption systémique du système éducatif. Elle transforme l'accès à un enseignement efficace en marchandise réservée aux familles qui peuvent payer. Elle crée une injustice fondamentale. Les enfants les plus riches bénéficient de 2 systèmes éducatifs en parallèle, tandis que les plus pauvres n'ont même pas accès à un seul fonctionnant correctement. Depuis l'indépendance, le Maroc a connu une succession de ministres de l'Éducation nationale, dont la durée moyenne au poste est parfois inférieure à 2 ans. Chaque nouveau ministre arrive avec ton propre agenda, ses propres priorités, ses propres réformes. Les curricula sont modifiés, les examens réformés, les structures administratives réorganisées, avant même que les réformes précédentes aient eu le temps de porter leurs fruits. Cette instabilité chronique est destructrice. Elle empêche toute vision à long terme, toute cohérence stratégique, toute capitalisation sur les expériences passées. Les enseignants, là de s'adapter à des changements perpétuels souvent peu préparés, développent une forme de résistance passive aux réformes, appliquant en apparence les nouvelles directives tout en continuant à enseigner comme ils l'ont toujours fait. Les familles, désorientées par des changements constants, perdent confiance dans l'institution. Le Maroc a lancé en 2015 une vision stratégique pour la réforme de l'éducation couvrant la période 2015-2030. Ce plan ambitieux visait à améliorer la qualité de l'enseignement, réduire le décrochage scolaire, moderniser les curricula, renforcer la formation des enseignants et intégrer le numérique dans l'éducation. Les objectifs étaient louables. La mise en œuvre, elle, a souffert des maux habituels, sous-financement, manque de suivi, inertie bureaucratique, résistance des acteurs du système. Les indicateurs clés, taux d'abandon scolaire, résultats aux évaluations internationales, taux d'insertion professionnelle des diplômés, n'ont pas connu les améliorations espérées. Les inégalités territoriales et sociales persistent. La qualité des apprentissages reste préoccupante. La loi cadre 51-17, adoptée en 2019 pour donner une base légale à cette vision, a suscité d'intenses débats, notamment autour de la question linguistique. La réintroduction du français comme langue d'enseignement des matières scientifiques à partir du secondaire collégial a été perçue par certains comme un recul de l'arabisation, par d'autres comme une nécessaire pragmatique adaptation à la réalité du marché du travail. Cette controverse a révélé l'absence de consensus social sur les finalités mêmes de l'école marocaine. Au-delà des questions pédagogiques, le système éducatif marocain souffre d'une corruption et d'une gabegie administrative qui grignotent les ressources et sapent la confiance des acteurs. Les budgets alloués à la construction d'écoles se perdent parfois dans les méandres de l'administration locale. Des postes d'enseignants créés sur le papier ne correspondent à aucun professeur réel en classe. Des équipements achetés à grands frais restent dans des entrepôts ou disparaissent avant d'atteindre les établissements. La fraude aux examens est un problème récurrent. Lors du baccalauréat, des fuites de sujets ont été documentées à de nombreuses reprises, compromettant la crédibilité du diplôme et créant une profonde injustice envers les élèves qui ont travaillé honnêtement. Les cellules de réponse rapide mises en place par le ministère pour lutter contre ces fuites semblent chaque année dépassées par des réseaux de diffusion devenus ultra sophistiqués grâce aux réseaux sociaux.
Selon les données disponibles, des centaines de milliers d'élèves marocains quittent le système scolaire chaque année sans avoir achevé leur scolarité. Le taux d'abandon est particulièrement élevé à la transition entre le primaire et le collège, et entre le collège et le lycée. Les enfants des milieux ruraux et défavorisés, les filles dans certaines régions, les enfants de familles nombreuses contraintes par des besoins économiques immédiats. Tous ces profils alimentent un flux continu de décrocheurs qui grossissent les rangs de la pauvreté et de l'exclusion. Ces enfants qui quittent l'école sans qualification sont particulièrement vulnérables au travail informel, à l'exploitation, à la délinquance, à la radicalisation. Leur échec scolaire n'est pas seulement le leur, c'est un échec collectif, une perte humaine et économique considérable pour le pays tout entier. Le paradoxe marocain par excellence, un taux de chômage qui frappe plus durement les diplômés que les non-diplômés dans certaines tranches d'âge et catégories sociales. Des milliers de licenciés, de masters, voire de doctorants se retrouvent sans emploi ou contraints d'accepter des emplois très en dessous de leur niveau de qualification. Ce paradoxe a une explication simple. Le système éducatif forme des diplômés, pas des professionnels. Il délivre des certificats, pas des compétences. Les entreprises marocaines, en particulier les PME, qui constituent l'essentiel du tissu économique, se plaignent régulièrement de ne pas trouver sur le marché les profils dont elles ont besoin, malgré un vivier théoriquement abondant de diplômés. Le fossé entre l'offre de formation et les besoins réels de l'économie est béant, et personne ne semble avoir la volonté politique d'y remédier sérieusement. La conséquence ultime de toutes ces défaillances est peut-être la plus douloureuse pour le pays, l'exode massif de ses talents. Les Marocains les plus éduqués, les plus ambitieux, les plus compétents, souvent formés en partie aux frais de l'État, quittent le pays pour la France, le Canada, l'Espagne, les pays du Golfe, la Belgique. Cette fuite des cerveaux prive le Maroc de l'énergie, des idées et des compétences dont il aurait le plus besoin pour se développer. C'est un cercle vicieux. Le mauvais système éducatif forme mal. Les mieux formés partent, ceux qui restent ont peu de modèles d'excellence. Et la médiocrité du système se perpétue. Une école défaillante ne produit pas seulement des individus mal équipés pour le marché du travail. Elle produit aussi des citoyens insuffisamment armés pour exercer leur rôle dans une démocratie. Un citoyen qui n'a pas appris à lire de manière critique, à analyser un argument, à distinguer une information d'une manipulation, est un citoyen vulnérable au populisme, aux théories du complot, à la désinformation. Le Maroc aspire à être une démocratie moderne, un état de droit, une société ouverte. Ces aspirations sont incompatibles avec un système éducatif qui forme à l'obéissance plutôt qu'à la pensée critique, à la récitation plutôt qu'au débat, à la conformité plutôt qu'à l'initiative. La défaillance de l'école est aussi une défaillance de la citoyenneté en construction. La première réforme indispensable est pédagogique. Il faut abandonner le paradigme de la transmission passive. L'enseignant parle, l'élève écoute et mémorise, pour adopter des approches d'apprentissage actif qui placent l'élève au centre de sa propre formation. Résolution de problèmes, projets collaboratifs, débats argumentés, expérimentation scientifique, création artistique, autant d'approches qui développent les compétences véritablement utiles au XXIe siècle. Cette révolution pédagogique nécessite une refonte profonde de la formation initiale et continue des enseignants. Il ne suffit pas de connaître sa matière. Il faut savoir comment créer les conditions d'un apprentissage actif, comment différencier sa pédagogie selon les besoins des élèves, comment évaluer non pas la mémorisation mais la compréhension et l'application. Aucune réforme sérieuse ne peut faire l'impasse sur la question des inégalités territoriales. Cela implique d'investir massivement dans les infrastructures scolaires en milieu rural, des écoles décentes, des internats dignes, des transports scolaires fonctionnels. Cela implique aussi des politiques de ressources humaines qui incitent les enseignants à travailler dans les zones difficiles, avec des primes significatives et des perspectives de carrière attractives. L'équité territoriale passe aussi par le numérique, le déploiement d'Internet haut débit dans toutes les écoles, l'accès à des ressources pédagogiques numériques de qualité, la formation des enseignants aux outils numériques,
Tout cela peut contribuer à réduire le fossé entre le Maroc des villes et le Maroc des campagnes, à condition que ces investissements soient réels et non des annonces de communication sans lendemain. Le redressement du système éducatif marocain passera obligatoirement par une revalorisation profonde du métier d'enseignant. Cela suppose d'abord une revalorisation salariale significative qui permette d'attirer les meilleurs profils et de décourager la fuite vers le secteur privé ou les cours particuliers. Cela suppose ensuite une réforme de la formation initiale pour doter tous les futurs enseignants d'une formation pédagogique solide, pratique et adaptée aux réalités de la classe marocaine. Cela suppose enfin un changement de regard culturel sur la profession. Dans une société qui tend à valoriser les ingénieurs, les médecins et les avocats, l'enseignant doit retrouver le prestige social qui est le sien dans les sociétés qui investissent vraiment dans l'éducation. Tant que le métier d'enseignant sera perçu comme un emploi par défaut, la profession ne retrouvera pas l'attractivité nécessaire pour renouveler ses rangs avec les talents qu'elle mérite. Le système éducatif marocain a besoin de stabilité et de cohérence. Cela implique de réduire la rotation des ministres et des hauts responsables, de s'engager sur des réformes à long terme avec des objectifs clairs, mesurables et rendus publics, et de créer des mécanismes d'évaluation indépendants qui permettent de mesurer réellement les progrès accomplis plutôt que de se contenter de communiquer optimistes. L'implication de tous les acteurs, enseignants, parents, élèves, entreprises, société civile, dans la définition et le suivi des réformes est indispensable. Une réforme de l'éducation ne peut être imposée d'en haut par des technocrates. Elle doit être co-construite avec ceux qui vivent l'école au quotidien. Le système éducatif marocain est en crise. Cette vérité, que beaucoup préfèrent taire ou minimiser, doit être dite clairement et sans détour. Une crise de la qualité des apprentissages, une crise de l'équité, une crise de la gouvernance, une crise du sens même de l'école dans la société marocaine contemporaine. Cette crise n'est pas une fatalité. Le Maroc dispose de ressources humaines considérables, des enseignants passionnés malgré tout, des élèves avides d'apprendre, des parents qui rêvent pour leurs enfants d'un avenir meilleur, des intellectuels et des experts qui ont réfléchi depuis longtemps aux voies de la réforme. Il dispose aussi de ressources financières si la volonté politique de les orienter véritablement vers l'éducation publique existait et d'une ouverture sur le monde qui permet de s'inspirer des expériences les plus réussies. Ce qu'il manque, c'est la volonté politique réelle, courageuse et durable, de faire de l'éducation la priorité absolue qu'elle devrait être, non pas dans les discours, mais dans les actes. Non pas dans les budgets affichés, mais dans les budgets réellement dépensés et efficacement utilisés. Non pas dans les réformes annoncées, mais dans les transformations concrètes et évaluées sur le terrain. La jeunesse marocaine mérite mieux. Elle mérite une école qui lui donne les outils de comprendre le monde, de s'y inscrire avec dignité et ambition, de contribuer au développement de son pays et de s'épanouir comme individu. Tant que cette école-là n'existera pas, le Maroc continuera à gaspiller son ressource la plus précieuse, son capital humain. Le temps n'est plus au diagnostic, il est à l'action. Cet article constitue une analyse critique et indépendante du système éducatif marocain, fondée sur des données publiques, des rapports d'organisations internationales et des observations du terrain. Son objectif est de contribuer à un débat public nécessaire et urgent dans l'intérêt des millions d'enfants et de familles marocaines qui méritent une école à la hauteur de leurs espérances.